Et ça permet de se replacer. Sarah et Nathalie ont souhaité que nous évoquions. Non, je ne peux pas dire ça. Après 15 ans de cours de théâtre, il faut que tu fasses l'appareil. Voilà, je redis, Sarah et Nathalie ont souhaité que nous évoquions, Lynn et François, le théâtre élisabétain, et Gisèle et moi, les Shakespeare, et je les en remercie. Vous savez sans doute, pour l'essentiel, la plupart de ce que je vais dire, pour présenter cette édition. Et nous avons pris le principe avec Gisèle de parler de la part de responsabilité et de travail de l'autre. Il nous a semblé qu'il aurait été un peu inconvenant que l'on tombe soit dans l'excès de modestie, soit dans l'excès d'orgueil, en se faisant chacun le chantre du travail accompli. Donc, on va parler chacun du travail de l'autre. Alors, ça devait être une table ronde, nous devions être 6. Beaucoup de défections. Yves Perret, dont j'aurais souhaité qu'il parle de ses contributions, et 2 défections plus récentes, celle de Jean-Pierre Maquerlot, qui a fait une remarquable traduction et une présentation de grande qualité de Troilus et Cressida, et Annie Crunel, qui a écrit ce que les éditions appellent la notice, c'est-à-dire la présentation, l'introduction à Édouard III, et également autre pièce un peu à part dans le dernier volume de Two Noble Kinsmen, des 2 nobles cousins. Voilà, donc nous sommes 3 et nous allons essayer de vous dire le maximum de choses sur cette édition. 7 tomes ont paru, les premiers en 2002, les tragédies, ensuite les pièces historiques 2008 et les comédies 2013 et 2016 pour les 2 derniers volumes. Alors, vous vous doutez que quand on édite Shakespeare, on a le choix entre 2 modes de présentation. Le mode chronologique qui aurait évidemment des tas d'avantages. À vrai dire, il n'y a que le Club français du livre qui a présenté l'œuvre en 12 tomes sur ce mode-là. C'est un ordre risqué puisque, comme vous le savez, certaines pièces sont datées de façon un petit peu différente de la datation habituelle. Et puis aussi, la tomaison étant liée au nombre de pages, on risque de devoir séparer des ensembles comme les Henri IV, première partie, deuxième partie. Alors que ce soit l'édition bouquin ou la nôtre, dans la Pléiade, on a pris l'autre choix qui est celui de présenter par genre, qui a pour soi le fait que c'est exactement ce que fait le folio, avec évidemment des différences notables, puisque le folio présente les pièces historiques, histories, les histoires, on s'est autorisé à les appeler comme ça, en calquant un peu l'anglais, dans l'ordre historique, alors que nous les présentons, comme le font la plupart des éditions, dans l'ordre d'écriture. La première tétralogie, Henri VI, Richard III d'abord, et ensuite Richard II, Henri IV, Henri V. Voilà. Petite différence aussi à noter par rapport au catalogue folio, le fait que Cymbeline prend sa place dans les last plays, les romances, inclus dans les tragédies, dans le folio. Il n'y a que, enfin, pardonnez-moi la formulation, je veux dire, il y a 36 pièces dans le folio
et nous en avons édité 40. Alors, c'est évidemment pas qu'on a inventé des pièces de Shakespeare comme certains ont la tentation de le faire, mais c'est qu'il n'y a pas dans le folio Périclès, qui était sans doute jugé insuffisamment shakespearien, un deuxième auteur. Il n'y a pas de Two Noble Kinsmen, qui a été intégré au corpus shakespearien dans les années 70. Et nous avons ajouté 2 pièces qui sont données en appendice. Édouard III, qui est pour la plupart des éditions maintenant, et surtout, nous avons pris l'initiative d'inclure The Book of Sir Thomas More, parce qu'il me semblait un peu bâtard de donner 2 scènes sans que l'ensemble de la pièce soit donnée. Alors, elle est mise évidemment en appendice, puisque ce n'est pas une pièce de Shakespeare, c'est une pièce de Munday et 7 ou 8 autres auteurs, 2 scènes étant attribuées à Shakespeare. Voilà, on arrive donc au total de 40, alors qu'on part du folio avec 26 pièces. 36, pardon. N'hésitez pas à intervenir. En fait, colloque, on est un peu fatigué, donc s'il y a des erreurs manifestes, vous êtes bienvenus. Alors, l'édition n'est pas complète. Il y aura un 8e tome, sans doute 2019-2020, comportant ce qui n'est pas pour le moment inclus, à savoir les sonnets, Venus and Adonis, The Rape of Lucrece, plus The Passionate Pilgrim, plus Phoenix and the Turtle. Enfin, à vrai dire, il n'y a pas ce titre à aucun endroit. Il y a simplement le premier vers, et d'habitude, on donne le titre de Phoenix and the Turtle. Par parenthèse, pour les amateurs de problématiques de traduction, une des difficultés de rendre ce petit poème, c'est que Phoenix est féminin dans le poème et Turtle masculin. Donc, en français, on a le choix entre tourtereau et tourteau, l'un et l'autre étant inconvenant. Et donc, les sonnets publiés en 1609, vous savez tous qu'ils ont été écrits bien avant. Et enfin, il y a un autre... oui, The Lover's Complaint, j'allais oublier, qui sera inclus. Donc, ça, c'est à venir avec la participation de Anne-Marie Miller-Blaise. Donc, je parle un tout petit peu. Et aussi, un des poèmes est exactement le sonnet de Byron dans Love's Lost. Oui, mais ça, c'est dans The Passionate Pilgrim dont je n'ai pas donné le détail. Okay. Bon, vous savez, The Passionate Pilgrim, il y a 20 poèmes. Il n'y en a que 5 qui sont de Shakespeare. Il y a une version un peu différente du sonnet 144, une version un peu différente du sonnet 138 et une version identique de 2 chansons, enfin poèmes qu'il y a dans Madame perdue. Donc, quelques mots, et Gisèle est là pour me compléter, me corriger si j'oublie des choses importantes, sur l'édition textuelle. L'édition de la Pléiade est la seule édition française, enfin, faite par des Français, des Françaises et des Français, de l'œuvre de Shakespeare, puisque c'est une édition originale qui ne prend pas un texte anglais existant, alors que l'édition bouquin s'appuie sur l'édition Oxford, dont ils disent ne pas s'écarter, ce qui n'est pas du tout exact, mais les modifications ne sont pas signalées. Je ne sais pas quelle année la raison. Et là, nous nous sommes trouvés dans la situation très problématique de devoir faire une édition bilingue. On a travaillé une dizaine d'années dans la perspective d'une édition monolingue, d'une édition en français. Les éditions Gallimard ont pris la décision tardivement, par rapport au travail qui était déjà lancé, de faire une édition bilingue, ce qui nous a évidemment réjouis, mais qui impliquait une réorientation du travail. Et je disais, nous nous trouvions dans la situation délicate de toutes les éditions anglaises en réflexion, puisque à partir de l'édition d'Oxford en 1986, tous les éditeurs anglais ont commencé à rééditer Shakespeare différemment, en prenant en effet beaucoup de principes de l'édition Oxford, refus des textes synthétiques, des conflated texts. Petite différence que nous avons avec l'édition
Oxford, c'est que nous n'avons pas suivi leur analyse selon laquelle il faut privilégier les textes du folio parce qu'ils sont, parce qu'ils ont subi l'épreuve de la scène. Et puisque notre édition est particulièrement attentive à la dimension théâtrale, je constate que les gens de théâtre ne sont pas du tout, ne fonctionnent pas sur ce principe-là. Au contraire, ils préfèrent le plus souvent les premiers textes. Ils préfèrent la première version d'échange de Claudel aux versions successives ou la première version de Bâle, plus rimbaldienne, aux versions successives. Par conséquent, ce n'est pas un très bon argument du point de vue du théâtre que de dire on édite prioritairement le texte ultime qui aurait subi l'épreuve du théâtre. Bon, alors ce n'est pas vrai non plus pour toutes les pièces, puisqu'il n'y a pas eu d'épreuve du théâtre entre 1622 et 1623, 1622 le premier quarto de Othello et 1623 l'édition en folio. Donc l'édition, nous nous trouvions quasiment contraints de faire une édition originale, puisqu'on ne pouvait prendre comme texte de référence aucun texte édité dans une édition complète. Bon, alors il est évidemment hors de question de faire un panachage entre Penguin, Cambridge, Oxford et d'autres éditions. Et donc Gisèle, outre le prix, Gisèle a eu le courage de dire nous allons faire notre édition et les principes de cette édition ont été élaborés par Lynn, ici présente, et Gisèle, avec donc des éléments qui diffèrent des autres éditions ou des autres éditions anglaises. Et je me permets, bien que ce soit un détail qui vienne trop tôt, de rebondir sur ce que disait Lynn quand elle présentait le fait que dans les textes originaux, très souvent, ce qui est privilégié, ce n'est pas l'identité du personnage répétée, mais les fonctions dramatiques. Ainsi, Lady Capulet est désignée dans les textes de départ, du folio ou du quarto, tantôt comme Old Lady, tantôt comme Capulet's Wife, et enfin comme Mother, je crois. Voilà, alors ça c'est une caractéristique qu'on a gardée tout au long de l'édition, en préférant par exemple pour Peine d'amour perdu, donner la fonction de Braggart, je ne tiens plus là des détails, plutôt que le nom du personnage. Donc on a pris un certain nombre d'initiatives que je ne peux pas toutes détailler ici, et qui font que le texte de référence n'est pas toujours, même la plupart du temps, n'est pas le texte du folio, qu'on privilégie plutôt les quartos, mais comme vous le savez, chaque pièce est un cas particulier, donc on ne peut pas s'en tenir à des considérations générales. Donc Lynn et Gisèle ont eu le courage d'entreprendre ce travail titanesque, puisque si l'on prend comme moyenne 3000 vers par pièce, multiplié par 40, vous voyez le chantier colossal de tout ce qui a été à reparcourir, en incluant la ponctuation et les principes, puisqu'ils sont très clairement présentés par Gisèle en début de volume, en début des volumes principes, si je puis dire, le volume 1, le volume 3, le volume 5. Je ne vais pas les répéter ici, vous les avez certainement lus ou vous pouvez vous y référer. Je voudrais dire aussi tout ce que l'édition doit à Gisèle du point de vue de l'appareil critique et notamment de ce que la Pléiade tient à appeler d'un terme un peu dévalorisant de notice lorsqu'il s'agit d'un commentaire. Hein, on a pu passer, puisqu'ils étaient d'accord pour financer une édition bilingue, aux petites présentations très succinctes, très résumées de Flucher dans la précédente édition de la Pléiade, à des études approfondies et abordant tous les aspects des œuvres. Et je ne voudrais pas oublier ce à quoi j'ai été particulièrement sensible, qui est l'aspect théâtral. C'est-à-dire c'est la première édition qui inclut le compte-rendu de la fortune scénique des œuvres en Angleterre et en France, comme partie du discours critique.
qui ne donne pas comme discours critique que le discours qui adopte telle ou telle grille d'analyse. Je mettrai aussi en relief la diversité des approches, que le côté très pléthorique quasiment de l'équipe, il y a une quarantaine de personnes qui ont œuvré à ces Pléiades, a permis, je crois que c'est une richesse, puisque les optiques sont différentes et que c'est un enrichissement global. Donc, je remercie Gisèle de tout ce qu'elle a apporté du point de vue de l'interprétation critique, de ses brillantes préfaces, très bien écrites, et je remercie également tous ceux qui ont œuvré dans le sens de la qualité, de l'excellence, sans nommer qui que ce soit, parce que sinon je vais oublier quelqu'un et ce sera tout à fait injuste. Voilà pour une présentation un peu succincte où j'ai certainement oublié des tas d'aspects importants. Et je cède la parole à Gisèle, soit pour compléter tout de suite ce que j'ai oublié de mettre en avant sur l'appareil d'édition textuelle et d'appareil critique, soit pour parler des traductions, et ensuite nous pouvons bien compléter ou apporter des points nouveaux. Et enfin, le créneau horaire de répondre aux questions. Alors, moi, je voudrais d'abord commencer par une petite anecdote pour dire à quel point il y a un lien entre nos habitudes culturelles, je remercie après, et à nos débuts sur Love that Was Lost, grand début, formidable aventure. Et ma petite anecdote, c'est pour montrer combien on est tout le temps dans un processus finalement de traduction, même quand on ne traduit rien dans une autre langue. Avec Lynn, je faisais, je ne sais plus quel travail sur le folio, quand le folio de Saint-Omer a été découvert. À la Bibliothèque nationale, le folio de la Bibliothèque nationale de Paris, je m'aperçois qu'effectivement, nous nous apercevons que La Tempête, en marge, est commentée Better in Dryden. Et donc, dans une écriture estimée fin 17e, probablement, donc fin 17e, Better in Dryden. À l'occasion de vérification dans le Rasmussen pour je ne sais quel aspect, nous tombons sur, effectivement, l'exemplaire de Paris, et l'exemplaire de Paris intéresse beaucoup Rasmussen, qui lit à notre place, ou qui traduit ce qu'il a envie de traduire, et lui a lu en marge Better than Dryden. Voilà, donc c'est extraordinaire. Il ne pouvait pas faire autrement. Étant évidemment anglophone, il ne pouvait pas lire ce qui était écrit. Il a lu avec sa culture et avec les yeux de sa culture, et donc il a vu Better than Dryden. Et je trouve ça absolument extraordinaire. On ne sort jamais du processus de traduction. Et on ne sort jamais de cette embûche qui est effectivement de traduire à sa manière, c'est-à-dire dans la version de sa propre culture. Et on n'est jamais innocent, quoi qu'on fasse, Et je pense que de ce point de vue, la traduction de Jean-Michel répond là aussi, et en particulier son admirable essai du début du premier volume, dans le premier volume des tragédies, qui est traduire Shakespeare, c'est-à-dire comment se dépêtrer de ce problème extraordinaire d'une langue comme l'anglais, langue de monosyllabes. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés avec l'anglais quand j'étais enfant, parce que je ne reconnaissais jamais les monosyllabes, je ne savais pas si c'était le verbe, le mot qui posait la question, etc. Je cherchais les sujets, etc. Je ne les trouvais jamais. C'était épouvantable pour moi, cette langue de monosyllabes, alors que j'adorais le grec, le latin, etc. C'était solide. Et on se trouve effectivement avec deux langues absolument antinomiques, comme le français et l'anglais, et chaque fois, effectivement, des réflexes particuliers dont
des réflexes aussi très remontés, ça l'est beaucoup moins maintenant, mais par exemple, pour ma génération, le réflexe remonté de l'alexandrin. Moi, si je traduis forcément en alexandrin. Je n'arrive pas à sortir de cette ornière ou de cet automatisme de l'alexandrin. C'est-à-dire qu'il faut l'effort culturel supplémentaire pour sortir d'une habitude culturelle qui va aussi avec nos mots trisyllabes, nos finales de verbes interminables, etc. Donc, traduire n'est pas évidemment simplement transcrire un sens dans une autre langue amorphe, si je puis dire, sans forme. Et chaque fois, il faut tourner cette difficulté. Et ce qui est merveilleux, c'est que notre collaboration, vieille maintenant depuis, je ne sais pas quand est la première de Love's Labour's Lost. Ah, la première c'était 1980. Voilà. La seconde 1982. Voilà. Donc ça date de cette époque. Et donc, moi, je ne repère plus le temps. J'ai fait une thèse sur le temps, mais je suis incapable de vous dire le jour, l'heure, etc. Ça tombe bien maintenant que je suis au-delà de l'âge du roi Lear. Je ne compte plus le temps et c'est absolument merveilleux. Et donc, on était déjà dans Love's Labour's Lost, dont comment s'appelle-t-elle qui fait la préface Anne Banton dit que c'est la plus élisabéthaine des pièces. C'est-à-dire 2 fois intraduisible pour appartenir à cette époque élisabéthaine qui est pour nous si lointaine de 4 siècles et donc irrécupérable sur les modes de pensée, les modes culturels, les habitudes, ne serait-ce aussi que les positions sociales, ne serait-ce aussi que les positions féminines, encore qu'il y ait 4 féministes en scène, déterminées à imposer leur volonté et à rester femmes comme elles le voudront et à dominer les hommes, ou ne pas les dominer ou leur être les laisser dans une indifférence totale. C'est une pièce relativement, de ce point de vue, plutôt plus moderne et à moins que les élisabéthains, peut-être, de ce point de vue, soient déjà les modernes que nous pourrions souhaiter. Et donc, cette première collaboration était déjà une collaboration. Alors, à ce moment-là, je n'établissais pas le texte, mais j'avais fait la présentation, et effectivement, pièce plus élisabéthaine, on n'en trouve pas, et donc Jean-Michel confronté avec un texte entièrement fait de jeux de mots. Or, traduire un récit, une histoire, un développement, c'est relativement, je ne vais pas dire que c'est facile, mais ça n'est pas inaccessible, mais quand chaque réponse est un jeu de mots, ça devient effectivement là non plus un exercice de simple traduction, mais il faut vraiment cet exercice triangulaire, effectivement, qui passe par la langue de départ, le sens véritable, cette opération de modification du sens dans le jeu de mots, et qui cherche à l'arrivée l'équivalence du jeu de mots, sans rien en perdre. Parce qu'évidemment, les polysémies en anglais ne sont pas les polysémies en français. Et donc, le jeu de mots ne va pas reposer sur les mêmes contrastes de sens, oppositions de sens ou ressemblances de sens qu'en anglais. Donc, il y a toujours eu cette opération absolument diabolique dans Love's Labour's Lost, on s'en rend compte, absolument diabolique, toujours de retraduction de la pensée, du jeu de mots, avant de songer à la traduction tout court qui va effectivement s'imprimer sur le papier. Des exemples, naturellement, je me repose entièrement sur le traduire Shakespeare de Jean-Michel. J'aurais mieux aimé qu'il le présente lui-même parce qu'il le sait par cœur. Moi, évidemment, je ne vais pas retrouver tous les exemples, mais par exemple, il donne vers la fin l'exemple de Fool dans Le Roi Lear. Et fool, ça nous paraît familier, tout bête, ça ressemble au folle français ou fou français. On va trouver un repère immédiat, sauf que, évidemment, comme c'est Shakespeare et qu'on n'a pas une utilisation tout à fait traditionnelle, on a Le Roi Lear entrant en scène, moment théâtral par excellence, portant Cordelia dans ses bras,
et disant And my poor fool is dead. Donc là, copernicien, changement complet du mot fool, s'agit-il du mot fool, le bouffon traditionnel, le bouffon de scène, figure de scène par excellence, dont Ben Jonson évidemment s'irrite au dernier degré, raison pour laquelle Shakespeare en surajoute, et surajoute des bouffons partout, ne serait-ce que pour ne pas se retrouver du côté des trop classiques et trop horaciens johnsoniens de l'époque, et se trouver au contraire du côté des kings and clowns qui contreviennent à la tradition et que dénonce Sidney, bien entendu. Et avant Sidney, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'était une longue tradition de les le savoir, c'est bien parce qu'on l'oublie toujours et toujours au moment où on en a besoin. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça. Je ne sais pas comment je faisais court, Dieu sait. Enfin, bref. Et donc, on est devant, enfin, Jean-Michel se trouve devant cette nécessité de traduire And my poor fool is dead. Avec. Oui. C'est ça. Et alors là, je suis tombé dans un. C'est pas dead? Oui, je suis certain. Oui, tu connais mieux le texte. My poor fool is hanged. Et c'est un piège absolu parce que, comme là, fool a le sens du terme affectueux, oui. Si on traduit par un terme d'affection, on rate le lien à fool qui est quand même structurel dans le voilier, hein, lien entre lien et Cordelia et le fou. Mais en revanche, si on traduit comme j'ai eu sans doute l'erreur de le faire, mon pauvre fou est pendu, j'ai des étudiants en études théâtrales qui m'ont dit mais à quel moment est-ce qu'intervient cette pendaison puisqu'elle n'est pas racontée dans la pièce. Donc ça produit un autre. Et mais si tu permets, troisième genre d'étudiants, ceux qui disent mais de quelle foule s'agit-il? Est-ce que c'est le foule qui était à ses côtés tout à l'heure? Et si je peux rebondir, j'ai envie de dire que le choix que tu as fait de parler de Tellement perdu est extrêmement judicieux parce que c'est un paradoxe absolu. C'est un paradoxe absolu. Comme tu l'as dit, 3000 vers, 3000 jeux de mots, et certains qu'il est impossible de rendre. Et alors, quelque part, en traduction, la pièce a plus d'énergie et de jeunesse parce qu'on est obligé de choisir et de renoncer. Si je prends le jeu de mots sur Longueville, ça joue sur la deuxième partie du mot, ça joue sur le mot français une ville, ça joue sur field, viande de veau, et ça joue également sur field, force Dutchman, dit le texte, sur beaucoup en hollandais. Bon, alors, il est évident d'abord qu'aujourd'hui, aucun lecteur anglais ne perçoit ces 5 niveaux de sens. D'ailleurs, combien de gens entendent-ils le jeu de mots sur style au sens de échalas et au sens de style? Sans doute très très peu également. Mais en français, quand on est obligé de faire fonctionner le texte, quand on arrive à en faire fonctionner 2 ou 3 couches, on est content. Et le résultat, c'est que du coup, la pièce est plus claire, ce qui est un paradoxe absolu. Mais évidemment, la plupart du temps, on est perdant et pas du tout gagnant, comme dans ce cas paradoxal. Peter Brook remarquait que quand Timon d'Athènes a été monté en français, le texte, la traduction, fidèle, très fidèle, mais devenait un texte moderne. Et les jeunes étudiants ou élèves qui étaient venus voir Timon d'Athènes pensaient que c'était une pièce contemporaine, tellement elle était moderne dans sa forme. Oui, mais là, on peut repérer que Jean-Claude Carrière pratiquait des interventions majeures, nombreuses, sur la syntaxe. C'est ça. Et le simple fait de découper en phrases plus courtes et plus faciles à projeter rend le texte plus proche, ce qui, évidemment, moi, de mon point de vue, est quand même un renoncement dommageable, puisque la période shakespearienne, les longues phrases, souvenez-vous du discours de l'archevêque de Canterbury, tout l'effet politique et humoristique est lié à la longueur de la phrase. C'est la longueur qui suggère qu'il est dans une espèce de reconstitution factice, qu'il est dans le mensonge. Ce qui était très bien commenté dans le film de Laurence Olivier,
où Laurence Olivier et Henri V, justement, et où ce discours interminable était doublé visuellement de cet interminable papier qui se déroule, etc. Il y avait là le visuel s'ajoutant à l'oralité même des phrases. Donc oui, tu fais remarquer qu'effectivement, d'un traducteur à un autre, il peut y avoir effectivement une différence d'écoute et donc une différence d'interprétation de la pièce, une différence d'incidence, et donc la traduction n'est pas un art mineur, n'est pas du tout un moment, une simple passation, mais qu'il y a effectivement recréation. Il y a un autre exemple extraordinaire que tu donnes, qui t'a donné pas mal de mal, c'est dans Hamlet, cette petite phrase qui n'a l'air de rien, a little more than kin and less than kind. Voilà. Et donc, garder le kin kind, impossible évidemment en français, et tu donnes toute la liste de toutes les interprétations qui en ont été données, les différentes traductions, je vous les lis telles que Jean-Michel les a relevées. Et donc, Geneviève Serrault dit, attends, que disait-elle Geneviève Serrault, je ne me trompe pas de page, un parent plus apparent qu'il n'y paraît, pas si mal. Non, mais elles sont pas mal. Elles sont pas mal, oui. Toi, un peu plus neveu, moins fils que tu ne veux, c'est-à-dire garder quelque part l'assonance, quelque part la répétition du sens, sans nécessairement la placer au même endroit. C'est ce génie du déplacement qui est extraordinaire dans la traduction, c'est-à-dire transférer peut-être sur un autre mot qui n'est pas strictement traduit, et c'est là qu'on voit effectivement cette opération verbale de recréation. Alors, autre traduction de Raymond Lepoutre en 83, un peu plus que parent, bien moins qu'aimant. Bof. Yves Bonnefoy, 88, bien plus fils ou neveu que je ne le veux. Oui, ça, pas loin du tien. Après avoir lu. Oui, c'est pas. Voilà. Non. Voilà, c'est pas le. Ça avait servi pour Chérousse, c'est vrai? Oui. Jean Malaplate, 1991, un peu plus que parent, mais un peu moins que fils. Ça, c'est une traduction, c'est tout. Le jeu de mots est parti. J'espère que Malaplate n'est pas là. Oui, c'est vrai. Ah non? Oui. Excuse-moi. Oui. François Reguin, un peu plus que cousin, mais moins que l'un des tiens. C'est pas mal, parce qu'on garde une espèce d'assonance en un. Ou André Markovitch, neveu qui ne veut pas et fille du fils. Neveu qui ne veut pas et fille du fils. Ça, c'est plus difficile à faire entendre. Enfin, il faut être très attentif, mais c'est pas mal. C'est assez astucieux. Luc de Boustine, tu dis ou Boustine? Boustine. Trop beau père pour être le bon. Pas si mal non plus. Enfin, bon, voilà. Donc, on se rend compte que chaque fois, il faut quand même passer quelques heures, un long moment, quelques heures, pour effectivement trouver ce qui va faire sursauter tout de même, parce qu'il faut faire sursauter au jeu de mots. Il ne faut quand même pas qu'il passe justement comme le verre d'eau à boire, ce serait dommage. On est dans cette difficulté des choix des mots que tu analyses, effectivement, tu montres effectivement tous les problèmes de polysémie, il y avait aussi la quittance, là. All use of quittance n'est pas une expression obscure, dit-il, c'est un énoncé polysémique. Et effectivement, on a là, en fait, de polysémie, essayer de retrouver ces correspondances. Et naturellement, tu as soin.
Alors, on va parler quand même de Jean-Pierre Richard de temps en temps, qui Mais intervient voilà, comme traducteur, parce qu'il a une plume absolument. Et il a le sens le génie pour aller décoder sous le sens paisible, l'apparence parfaitement respectable. Il va chercher des sous-entendus obscènes comme personne ne peut en trouver, même pas toi. Non, Et mais donc, c'est-à-dire qu'il a une lecture particulièrement sexualisée de l'œuvre, oui, absolument. à laquelle je n'avais pas. Voilà, et donc Bon, il a. je crois qu'il faut qu'on passe à un autre sujet, parce que sinon on va passer Voilà, très bien, toute l'heure là-dessus. Oui, oui. Et je voulais en effet dire que je suis loin d'être le seul traducteur, puisque Henri Suamy a traduit avec le talent qu'on lui connaît, notamment pour les textes un peu plus archaïques, la comédie des erreurs, les deux gentilshommes. Ah oui, la comédie des erreurs est une réussite. Jean-Pierre Richard a traduit The Two Noble Kinsmen, oui. Et traduit avec moi The Taming of the Shrew, que j'ai même, je bats ma coulpe, souhaité retitrer, puisque La Mégère apprivoisée est un titre notoirement faux, hein, The Taming of the Shrew, et on a proposé une traduction alternative. Nul à commenter, comment s'appelle-t-il, Philippe Solers, trop animal. J'avais proposé le dressage de la rebelle. Mais trop animal comme critique par rapport à Taming, où le problème d'apprivoiser que c'est pas assez animal, ça me paraît pas quand même une critique de bonne loi. Jean-Pierre a fait, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, une magnifique traduction de Troilus et Cressida. Donc vous savez parfaitement à quel point cette œuvre complexe, difficile, avec tout un tas de néologismes, de mots créés par Shakespeare qui n'ont pas été repris dans la langue après. Lynn a traduit les trois Henri VI avec beaucoup d'énergie et de précision, et ça a été récemment mis en scène. Gisèle, tu dis que tu as traduit avec moi Antoine et Cléopâtre. Inoubliable. Et voilà, donc au chapitre de la traduction. Mais je crois qu'il faut qu'on passe à d'autres aspects. Je pense que tu as voulu dire Jean-Pierre Macarlot, tu as dit Jean-Pierre Richard, mais c'est Jean-Pierre Macarlot. Je n'ai pas dit Jean-Pierre Macarlot. Jean-Pierre. Oui, c'est ça. Ah oui, ils sont deux. Voilà. Ils sont deux, il y en a trois. Jean-Pierre donc Macarlot, qui a fait une superbe traduction d'un texte particulièrement difficile. Par parenthèse, vous vous imaginez que aisément qu'on ne va pas vers plus simple quand on va vers les sonnets, puisque le 135 en particulier a la particularité de déployer tous les sens possibles de Will, et je renvoie au livre de François qui très habilement propose deux traductions, une traduction dans la veine classique à laquelle on ne comprend rien, comme à toutes les autres traductions de ce sonnet 135, et une traduction explicite, sexualisée, où on voit tout ce qu'on a perdu et tout ce qui n'a pas été traduit. Mais évidemment, du coup, quand on traduit de manière concrète que le regret du locuteur de ne pas pouvoir mettre son will dans son will à elle, eh bien, on arrive à des sens cachés qui défient la censure. Bon, fermez la parenthèse. Je pense qu'il faudrait qu'on donne la parole à Margaret. Vous avez les volumes ici, et après, je crois qu'on prenne les questions, les remarques que vous avez envie de formuler, puisqu'au fond, vous les connaissez, ces volumes, pour la plupart d'entre vous. Bon, moi, j'ai fait 6 notices. Ah oui, le micro. Je peux ajouter juste une petite phrase. Je t'en prie. C'est pas très important. C'est que la difficulté supplémentaire, c'est que nous avons un français post-classique. Enfin, classique et post-classique. Que nous avons oublié tout notre français de l'époque baroque et maniériste, que tout est tombé dans ce qu'aurait été la possibilité de traduction du maniériste baroque qu'est Shakespeare, et que nous sommes contraints de le traduire dans une langue française actuelle qui est post-classique ou classique. C'est-à-dire très masculin. Il n'en reste plus rien. Alors, je vais essayer de relier ce que j'ai fait depuis plusieurs années, ces fameuses 6 préfaces de la Pléiade, avec le thème du colloque, au fond, pourquoi pas. Et je voudrais juste commencer par dire que je n'ai pas désenchaîné Shakespeare de son temps.
Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, je crois, qu'on ne peut pas faire une critique valable si on cherche à s'approprier le texte d'une manière assez arbitraire. Donc, je vais analyser la spécificité du texte, mais c'est une évidence, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire, au sens où Foucault parlait de la spécificité d'un texte. Alors, il y a à peu près un an, en 2017, Pierre Vesperini a sorti un Lucrèce qui est assez intéressant parce qu'il remet en cause The Swerve de Greenblatt, et en expliquant que, en fait, Greenblatt a eu une réflexion un peu polluée par le fait qu'il a essayé de moderniser le Lucrèce et qu'il a essayé de montrer que c'était un précurseur de notre modernité. Donc, tout ça pour dire qu'une fois de plus, c'est important de garder l'historicité du texte au départ, mais sans chercher à faire nécessairement de Shakespeare un précurseur de ce que nous pensons maintenant. Alors, il donne l'exemple de ce fameux Poggio Bracciolini dont parle Greenblatt, et il montre dans ce livre assez savant que, en fait, Bracciolini n'était pas du tout un moderne, qu'il avait même dénoncé Lorenzo Valla à l'Inquisition, et que Lucrèce, en fait, n'était pas à l'index non plus, c'était considéré comme un livre d'un poète. Et il dit, nous devons apprendre à connaître et à aimer en eux ce qu'ils ont été, c'est-à-dire les gens du passé, c'est-à-dire ce qui les différencie de nous. Et dans le colloque, ces 2 derniers jours, on a beaucoup entendu parler de la notion de distance, en particulier le professeur Lanier, aussi Podalides, aussi Pamela Melfo et puis d'autres personnes. Donc, pour dire une évidence, je ne cherche pas en Bolingbroke un révolutionnaire, j'essaye de comprendre ce que Shakespeare connaissait de l'histoire de l'époque, et je ne cherche pas non plus à faire de Prospero un colonialiste sadique et esclavagiste, comme une certaine critique postcoloniale a pu le faire aussi. Je vais donc rapidement parler de... Je crois que tu me demandais aussi de parler de Richard II. Hein? Oui, je fais ce que je veux, d'accord. Oui, de manière un peu sélective, inévitablement. Oui, oui. Ben, ça ne va pas être très, très long, mais juste pour vous donner les idées quand même qui m'ont permis d'avancer pendant si longtemps. Commencer par dire évidemment une évidence que le présent de Shakespeare, quand il écrit Richard II et Much Ado, puisque j'ai fait ces 2 pièces d'abord, ce sont les Tudors. Et un constat, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, Shakespeare travaille à rebours, que la première tétralogie commence par la fin des Plantagenets, et pour honorer en fait l'arrivée sur le trône du premier Tudor, Henri VII. Donc, c'est mon explication. Pourquoi il a commencé par cette première tétralogie avec Henri VI? C'est parce que, en fait, il veut honorer d'abord l'arrivée sur le trône des Tudors. Et la deuxième tétralogie, alors là, pareil Richard II, donc à l'envers, c'est la justification de la continuité dynastique. C'est ça qu'il a essayé de prouver. Donc, pour ce faire, il a dû falloir montrer que l'usurpation de Bolingbroke, en fait, n'est pas une rupture. Et ça m'a permis d'analyser un peu la manière dont l'usurpation de Bolingbroke a été analysée dans l'histoire. Je me suis beaucoup inspirée d'un livre de Paul Strom, The Empty Throne, et où il montre que, en particulier, ceux qui défendaient les Lancastriens, c'est-à-dire ceux qui défendaient Bolingbroke, dans les arbres généalogiques, mettaient dans le même médaillon Richard II et Henri IV, pour montrer qu'en fait, il n'y avait pas de rupture dynastique. Et ça, je pense que c'est très important. Par contre, les ennemis des Lancastriens, c'est-à-dire les amis de Richard, en fait, montraient un médaillon vide, c'est-à-dire qu'il y avait une rupture dans la dynastie et que, du coup, les Tudors n'étaient pas si légitimes que ça, puisqu'ils descendaient aussi des Lancastriens. Donc, comme Shakespeare écrit sous les Tudors, il cherche quand même, je pense, à honorer les Tudors avant tout, à ce moment-là de son écriture en tout cas,
il choisit en fait de faire de la défense des lancastriens et de montrer que les deux cousins fonctionnent ensemble. Alors, j'ai eu l'occasion de faire une recherche sur la pensée historique de l'époque et je me suis beaucoup intéressée à John Mayer, of Greater Britain, en 1521. Et ce qui est intéressant, c'est que John Mayer était en fait un équilibriste. C'était un scolastique, un des derniers scolastiques, et il avait comme but de réunir le réalisme et le nominalisme, ce qui était quand même un défi philosophique. Donc, c'était un artiste de la synthèse. Et dans son analyse de Richard II et de Bolingbroke, justement, il montre que l'usurpation peut être légitime quand il y a une tyrannie. Donc, il justifie l'usurpation et ça expliquerait que Bolingbroke ne soit pas aussi négatif que certains critiques peuvent le dire, ou aussi révolutionnaire aussi que certains critiques peuvent le dire, et qu'en fait, il agit d'après une loi d'exception. La spécificité du texte de Shakespeare que j'ai voulu montrer, c'est quand même le contenu de ce que j'ai voulu dire. Il ressoude les deux corps du roi, Bolingbroke les ressoude, et pour ce faire, alors là j'ai dû mettre en valeur un discours particulier à Shakespeare, c'est-à-dire la poétique alchimique. Et ça, évidemment, Gallimard n'a pas beaucoup aimé non plus. Et ça a été assez difficile d'imposer ce genre de lecture alors qu'elle est évidente dans le texte de Shakespeare. Donc, tout simplement, j'ai voulu montrer que les deux cousins, qui sont en fait les deux jumeaux, font l'unité des contraires, c'est Caïn et Abel, ou Abel et Caïn, et ils représentent dans le discours alchimique le soufre et le mercure, c'est-à-dire le feu et l'eau mercuriale, et c'est donc cette opposition qu'on retrouve dans tout le texte de Richard II, et quand on regarde cette poétique-là, on arrive donc à l'idée qu'il faut que le roi se définisse comme l'union des contraires pour qu'il n'y ait pas de discontinuité dans la monarchie. Et quand on sait que la pierre philosophale s'appelle le roi, c'est d'autant plus intéressant. Bon, en ce qui concerne Match 2, Béatrice est-elle une nouvelle mégère? On peut en parler. Castiglione est vraiment la source de Match 2. Je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, mais Castiglione défendait beaucoup les femmes. On peut quand même, encore une fois dans le contexte historique, parler de l'opposition catholique-protestante sur le mariage. Les protestants valorisaient le mariage et les catholiques plutôt la virginité. Donc, la pièce est une défense du mariage, donc dans ce contexte, pourrait être considérée comme dans le sens d'une pièce protestante. Et en se souvenant quand même qu'Élisabeth est une reine vierge. Et donc, pourquoi? Ça, c'est un autre débat, bien sûr, mais on doit en tenir compte quand on analyse la pièce. Bon, je vais essayer de résumer. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Non, ça va. Donc, je vais essayer de résumer les Four Last Plays. Donc, là aussi, je considère que c'est une continuation du cycle des histoires qui doivent être couronnées par Henri VIII, où justement, on a l'annonce de la naissance de Jacques comme un phénix. Dans toutes ces pièces, dans les 4 pièces, donc Périclès, Cymbeline, Winter's Tale et La Tempête, Shakespeare, à nouveau, définit ce qu'est le pouvoir, et ces personnages principaux sont des rois ou des hommes de pouvoir qui sont au départ des tyrans. En particulier dans Périclès, on a Antiochus, Cymbeline, Léontès, et puis évidemment les couples Caïn et Abel, Antonio Prospero, Alonso, Sébastien.
La présence de Jacques Ier est partout dans ces 4 pièces. On remarque par exemple le texte exact du serment d'allégeance, lorsque Hermione, au moment de son procès, dit « I will bear faith and true allegiance to His Majesty ». Or, ce sont les termes exacts du serment d'allégeance. On remarque donc dans toutes ces pièces l'idée du perfectionnement du roi, c'est-à-dire que le roi, pour éviter d'être un tyran, doit subir un certain nombre de purifications, de perfectionnements. Et ainsi, on a l'idée d'une conversion des hommes de pouvoir. Là aussi, on a l'utilisation d'une poétique alchimique que j'ai mise en valeur et que je suis fière d'avoir mise en valeur parce qu'elle est juste, me semble-t-il. Ce qui est important aussi dans ces dernières pièces, c'est le merveilleux qui remplace, et c'est important dans le contexte de Jacques Ier aussi, la superstition. Donc, make wonder seem familiar. Les contraires s'opposent jusqu'au mariage final. Dans La Tempête, et je m'arrêterai là-dessus, puisque mon discours a été un peu tronqué, mais ça c'est manque de temps, la pièce, je la considère, alors je reviens à mon thème de départ, la pièce est une pièce sur la liberté. Le dernier mot de La Tempête, c'est free. Et je voulais montrer aussi qu'on est en plein dans une analyse de la liberté, puisque Caliban, au début, Prospero dit de lui, « He is a devil, a born devil, on whose nurture can never stick ». Donc, c'est un personnage qui est profondément perdu dans le mal, donc qui n'aurait apparemment pas de liberté pour s'en sortir. Et en ça, c'est un double d'Antonio, qui a lui aussi an evil nature, falsehood as great as my trust, which had indeed no limit, a confidence sans bounds. Donc, on revient dans le thème de la liberté aussi. Prospero, donc, pour libérer Caliban, parce qu'il le libère à la fin, donc c'est ça que je veux montrer. Il lui a donné de l'eau avec des baies dans sa boisson, tandis que Stefano et les vrais colonialistes, parce que Shakespeare oppose justement Prospero aux méchants colonialistes, les méchants colonialistes qui enivrent Caliban. Donc, Prospero doit apprendre à ne pas nier le mal. Il a fait une faute, Prospero. Il a voulu montrer que il a eu trop confiance, cette confiance sans limite qui a en fait empêché son frère Antonio d'être un homme libre. Voilà, donc, je pense qu'il vaut mieux que je m'arrête maintenant. Non, mais écoute, je te remercie beaucoup d'avoir recentré sur l'essentiel, parce que malheureusement, on n'a pas de temps pour déployer davantage dans le temps l'évocation du travail. Je vous invite aux remarques qui vous viennent, aux questions qui peuvent venir à votre esprit, et on va essayer d'y répondre avant de céder la place à nos amis et collègues sur le théâtre élisabétain. Nathalie. Si vous deviez le résumer, merci beaucoup déjà pour cette œuvre orientale. Si vous deviez résumer en quelques phrases les grandes différences qu'il y a entre cette édition Pléiade et l'édition Pléiade précédente, quels seraient les grands traits? C'est comparé ou pour répondre à... Oui, je peux répondre à... Oui, je peux. Premièrement, comme on l'a expliqué au début, c'est le choix des textes, c'est-à-dire qui commande toute la traduction. C'est nécessairement une traduction nouvelle, puisque c'est un établissement nouveau du texte. Ça, c'était premier. On a toujours établi d'abord, traduit ou retraduit ou ajusté la traduction ensuite, puis, en dernier, fait les notices. D'autant plus que beaucoup de notices, je ne vais pas vous les détailler, ont été faites par moi et que je ne sais pas écrire sans dire « je dis cela, :
ouvrez les guillemets parce qu'il y a telle citation. Je ne sais absolument pas faire de notices synthétiques dans lesquelles je dirais le roi de France ou le roi de je sais pas où. Bon, ça, je ne sais pas. Je dis simplement cela parce que, deux points, il y a telle citation. Donc, j'avais besoin absolument de la citation de Jean-Michel. Donc, c'est l'ordre dans lequel nous avons procédé. Premièrement, établir le texte. Deuxièmement, réviser toutes les traductions. Toutes, donc, ou originales ou jouées à la scène, et jouées à la scène, originales et jouées à la scène, certaines originales et non jouées à la scène. Et enfin, les notices écrites, toujours avec la citation d'après, effectivement, cette traduction qui a été donnée. Donc, je pense que d'un certain point de vue, cette originalité d'avoir demandé, c'est pas faute d'avoir Gallimard, parce que ça faisait une édition monstrueuse, mais je pense que ça commandait la totalité de l'édition. C'était pas simplement un caprice momentané. Oui, donc en résumé, la différence, c'est que c'est bilingue, c'est qu'il y a un espace de déploiement du commentaire beaucoup plus large, et c'est que, en effet, nous avons établi un texte différent, qui est différent de beaucoup d'autres éditions anglaises, ou bien entendu de la Pléiade numéro 1, qui n'avait pas de texte anglais. Michel? Ah pardon, je crois que... Non, moi je voulais juste dire deux choses. D'une part, saluer ce travail qu'on peut qualifier d'herculéen. Véritablement, ces 7 volumes sont une masse considérable, sans parler des difficultés. Les volumes, le 8e est à parvenir, sous l'égide indirecte de Shakespeare. Donc, c'est quand même un travail spécifiquement français et qu'il faut, là encore, saluer. Et demander peut-être la question concernant la théâtralité, puisque Jean-Michel a tenu à mettre l'accent sur justement le fait que ça doit être joué. Ça doit pouvoir être joué au théâtre, ce n'est pas des textes littéraires comme dans les traductions de Godefroy ou de Curtis ou d'autres. Est-ce que, par rapport à ton expérience du théâtre, depuis que ces versions ont été publiées, comment est-ce que ça a été reçu par le monde du théâtre? Est-ce que ça a été repris? Alors on sait Thomas Joly, bien sûr. Est-ce que tu as d'autres exemples à nous donner de l'apport que vous auriez fait pour le monde du théâtre? C'est-à-dire que ça n'est pas uniquement destiné aux lecteurs qui ont chez eux une partie de la collection de la Pléiade. Quelle est la part du monde du théâtre actuel et éventuellement à venir? En effet, j'ai traduit depuis le début un texte qui est comme une partition gestuelle, orale, et qui est un texte comme le texte original, destiné à être joué, être pris en charge par les corps, par la voix. Bon, je ne vais pas développer des choses que j'ai entendues de nombreuses fois et qui sont à nouveau reprises là, mais la part du théâtre, je dirais même qu'elle est antérieure à l'édition, c'est-à-dire que j'ai repris des textes qui avaient été joués et bien entendu, nous les avons modifiés de multiples manières pour tenir compte du texte anglais qui était en vis-à-vis, pour tenir compte des questions, comme tu sais, très nombreuses que posent les lecteurs ou lectrices Gallimard, une quinzaine par page, et qui sont en grande partie légitimes, puisqu'ils te disent pourquoi, alors que page 427, vous avez traduit « Good Sirs » par « Cher Seigneur », vous traduisez ici par « Bon Seigneur ». Et en effet, ce que j'ai fait il y a 17 ans, je ne l'ai pas totalement en mémoire, donc il y a une homogénéisation. Mais si je peux m'autoriser une toute petite pointe critique par rapport à cette relecture et au cadrage que Gallimard fait, c'est que dans les derniers volumes, je me suis un petit peu rebellé contre la tendance qu'avait les lectrices à vouloir que tout le monde parle Auteuil-Ménil-Passy, à vouloir homogénéiser autour d'un langage correct, surcorrect. Et lorsque ça portait sur Falstaff, à qui on voulait faire employer le terme juste que aucun d'entre nous dans cette salle ne connaît, je me suis dit, écoutez, il faudrait que votre lectrice, elle réfléchisse quand même au fait qu'il y a une dimension orale, théâtrale, et que le personnage existe dans la diversité de sa langue, et qu'il ne faut pas tout homogénéiser au nom de la correction de la grammaire, de la syntaxe.
Bon, donc fermez la parenthèse. Le théâtre, il est intervenu dans la mesure où des gens de théâtre ont participé. Jean-Pierre Vincent a traduit avec moi Édouard III, pour être même tout à fait juste dans la chronologie. C'est lui qui a fait le premier jet, et c'est un excellent angliciste. C'est le frère, comme vous savez, de Bernard Vincent, qui est américaniste, mais qui est un très bon angliciste. Et initialement, mais ça, j'ai tort de faire ce que je reprochais à Margaret, de faire toute l'histoire, mais il y avait Stuart Sy qui était impliqué, mais comme il n'a pas eu le temps et que de toute façon, le texte qu'il avait produit était quand même très adapté par rapport à ce qu'étaient nos critères, Céline qui très courageusement a repris le dossier et pour le plus grand profit de l'édition. Depuis, alors quelque part, il y a une image dans le monde du théâtre presque négative du fait que la Pléiade étant, tu vois, cet ouvrage de référence, on se dit que c'est moins en contact avec le théâtre. Bon, mais il y a des tas de mises en scène qui ont été faites à partir de ce texte. Pour moi, l'immense avantage et l'immense privilège que donne Gallimard, c'est qu'on peut revoir le texte. Il y a très très peu d'éditeurs, alors pas de tous, mais il y a chaque fois une liste de corrections qui sont proposées. Et en ce qui concerne le premier tome, parce que vous serez peut-être surpris d'apprendre que le premier volume du premier tome a été réédité 4 fois déjà, mais en revanche, le deuxième volume du premier tome n'a pas été réédité. Donc, il y a une différence colossale de vente qui ne fait que refléter ce que nous savons sur la réception de Shakespeare en France. Les pièces historiques, bien évidemment, malgré Richard II, Richard III, se vendent beaucoup moins bien. Ce qu'on peut comprendre, si ce n'est qu'on a quand même dépassé les querelles historiques de l'Angleterre et de la France. Mais il y a quand même une pièce, comme tu sais, qui célèbre une belle défaite française, la victoire d'Azincourt. Bon. Donc, on peut comprendre que les Français soient moins enthousiastes sur les pièces historiques, bon, qu'ils connaissent beaucoup moins, et qui, du coup, ils achètent beaucoup moins. En gros, les comédies se vendent assez bien, semble-t-il, les pièces historiques très peu, et c'est comme toujours, dans la réception de Shakespeare en France, les tragédies qui se vendent le plus. Pour répondre à la question de François, tout de même, le Henri VI n'était pas à peine imprimé qu'il était déjà mis en scène. C'est donc très récent. Et il y a eu un rebondissement immédiat sur le fait qu'on avait les 3 Henri VI présentés historiquement. Lynn a fait la totalité, la présentation historique, etc., et la traduction. Donc, ça marche aussi au théâtre. C'est pas véritablement seulement une œuvre de bibliothèque. Malheureusement, c'est pas la majorité des metteurs en scène, et notamment des jeunes metteurs en scène, d'avoir le réflexe qu'a eu Thomas Joly de faire confiance à des gens qui ont fait un travail de fond sur la signification des œuvres et leur langue. Hein. Bon, la tendance actuelle, comme vous le constatez par vous-même, c'est que les metteurs en scène, comme l'a dit Denis Podalides, fassent leur propre texte, ou qu'ils utilisent les textes des autres pour faire leur version, leur adaptation. Bon, personnellement, c'est évidemment une évolution que je regrette. Pour des raisons financières. Pour ne pas priver de son temps la deuxième table ronde, je propose que nous passions à la suivante en remerciant très chaleureusement les gens.